Bonjour. Vous ne l'ignorez sans doute pas, l'Alsace-Lorraine fit partie intégrante de l'Empire allemand de 1871 à 1918. En des temps plus lointains, Nice et la Savoie étaient italiennes avant d'être rattachées à la France en 1860. Quant à la Provence, elle appartint au Saint-Empire romain germanique de 1032 jusqu'à son rattachement à la France sous le règne de Louis XI en 1841. Mais savez-vous que la Bretagne était autrichienne? Oh, pas très longtemps, certes, mais pendant un an tout de même. C'était en 1491. La Bretagne était un duché indépendant, sous l'autorité, depuis février 1489, de la jeune et énergique Anne de Bretagne. Anne était une duchesse très populaire dans son pays, qu'elle sillonnait en tous sens pour apporter aide et soutien à chacun. Elle était devenue encore plus populaire lorsque, un jour de mars, les chemins étant inondés par les pluies, sa voiture s'embourba et qu'elle dut chausser de simples sabots de bois pour affronter la boue. Cela provoqua une grande stupeur de la part des gens venus l'acclamer, et depuis cet épisode, elle était devenue, pour les gens du peuple, la duchesse en sabots. Je vous disais que la Bretagne était un duché indépendant. Mais je me dois toutefois de nuancer mon propos. C'était une indépendance toute relative, puisque, par le traité du Verger, signé en 1488 par le roi de France Charles VIII et le duc de Bretagne François II, père de Anne, celle-ci ne se marierait pas sans le consentement du roi de France. Mais Anne est du genre rebelle. Elle entend bien ne demander à personne la permission pour se marier. Par bravade, en violation du traité du Verger, et pour bien montrer son refus que la Bretagne soit sous la tutelle du roi de France, elle décide d'épouser le futur empereur d'Autriche, Maximilien de Habsbourg. Par ailleurs, un assez beau garçon, disait-on. La duchesse aux sabots avait-elle trouvé chaussure à son pied? Une petite anecdote cocasse au sujet de ce mariage. Maximilien, retenu en Allemagne, ne pouvant être présent pour les noces, une coutume autrichienne est alors proposée. Le 14 décembre 1490, après une messe solennelle célébrée dans la cathédrale de Rennes par l'évêque Guibé, l'ambassadeur autrichien Wolfgang de Paulham, représentant Maximilien, rejoignit Anne dans sa chambre. Anne, rapportent les chroniqueurs, était couchée sur un lit de parade. Elle avait sorti sa jambe gauche dénudée, et Wolfgang, debout à côté du lit, mit sa jambe gauche à côté de celle d'Anne, pour signer l'union de son maître avec la duchesse. À la fin de cette singulière cérémonie, Anne, non sans inquiétude, parcourut les rues de Rennes. La population l'acclama, comme à son habitude. Ses vivats lui mirent du baume au cœur, mais ils ne reflétaient en aucune façon les sentiments profonds des Bretons, toujours hostiles envers ce mariage. Comment pouvait-il accepter, en effet, que la Bretagne, par ce mariage, devienne autrichienne? Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Certes, affirmait Anne, cette union devait permettre à la Bretagne de garder une indépendance totale vis-à-vis de la France et de l'Angleterre. Mais à quel prix? Si les Bretons sont très mécontents, Charles VIII, lui, est furieux. Il est piqué au vif. La Bretagne autrichienne, c'est une pilule vraiment difficile à avaler.
Alors, au grand mot, les grands remèdes. Il décide d'envahir la Bretagne et il va mettre le siège devant Rennes afin d'obliger Anne à renoncer à ce mariage qui introduit un ennemi du roi de France en Bretagne. Mais Anne a la tête dure. C'est, disait son père quand elle était enfant, une vraie tête de mule. En Bretagne, on dit une tête noire. Peine d'Huic, comme le bateau de notre regretté Éric Tabarly. Pourtant, la pression sur elle est vigoureuse, d'autant plus qu'une Bretagne autrichienne, ça ne passe vraiment pas auprès des Bretons. Certes, il ne souhaitait guère passer sous le joug de la France, mais du moins il partageait avec elle la langue et la culture, tout au moins en grande partie. Mais avec les Autrichiens, ils n'ont décidément rien de commun. La duchesse ne désarme pas, mais elle n'est guère soutenue par son mari, qui a rencontré la belle Blanche Maria Sforza, nièce de Ludovic le Mort, et semble prête à renoncer à son titre de duc de Bretagne. Maximilien souhaite en effet épouser Maria, même s'il n'en est pas vraiment amoureux. Il faut dire que celle-ci lui apportait une dot de 300 000 ducats. Alors, Anne est obligée de se résigner, et elle finira même par épouser Charles VIII le 6 décembre 1491. Conciliant, le pape annulera le mariage, qui ne fut d'ailleurs jamais consommé, entre Anne et Maximilien. Ah, bonne affaire pour la France. Mais les Bretons de nouveau s'inquiètent pour leur indépendance. Anne les rassure aussitôt. Le contrat de mariage avec Charles VIII ne signifie pas l'annexion de la Bretagne par la France. Il ne s'agit que d'une union personnelle entre deux couronnes. Ah, et ce n'est pas une union réelle. Peut-être. Mais comme dit un vieil adage breton, attendez la nuit pour dire que le jour a été beau. En fait, cette union ne sera qu'une étape pour Charles VIII, et l'union définitive du duché de Bretagne au royaume de France sera entérinée en 1532. Et la Bretagne, après avoir été brièvement autrichienne, sera définitivement française. Merci et à bientôt.